Bonjour à tous, Bonjour, il est 14 heures. c'est l'heure de démarrer notre webinaire. Donc ravi d'être avec vous, merci à vous d'avoir pris le temps de vous connecter et de participer avec nous. Pour ce nouveau webinaire INTIS, nous allons développer ensemble les enjeux du pilotage et du contrôle de gestion. Donc notre agenda, ça va être donc détailler un peu les enjeux du quotidien dans un service de contrôle de gestion. On va faire remonter aussi les irritants liés à ces nouveaux enjeux qui arrivent au fur et à mesure. Nous allons vous proposer des best practices, quelques débuts de solutions pour essayer de pallier à ça. Et nous allons conclure par un volet questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas, lors de la présentation, à poser vos questions. On y reviendra en fin de webinaire. Oui, on y répondra et on les voit. Pour ne pas oublier, on sera un plaisir de vous le rappeler. N'hésitez pas, on sera ravis d'avoir des questions et de les traiter à la fin. Exactement. Alors, Honneur aux dames. Je me présente, Zaya Lalou, donc je suis consultante au cabinet INTIS, je suis contrôleur de gestion, déjà de formation et aussi tout au long de la mission. Je suis aussi consultante donc senior sur la partie intégration de solutions pilotage de la performance. Donc Richard Aznar, moi je suis directeur du contrôle de gestion dans le monde des assurances du service et j'interviens aujourd'hui pour des problématiques financières auprès de divers clients, donc soit du monde de l'assurance, soit essentiellement du monde des services. Voilà, et donc je suis ravi d'être ici pour animer avec Zaya le webinaire d'aujourd'hui. Alors, notre premier point de l'agenda, donc c'est justement développer, on a recensé 6 gros enjeux du pilotage de la performance, donc du contrôle de gestion. Alors, on a proposé cette petite synthèse avec 6 enjeux différents. Ça permet de les regrouper. On aurait pu les regrouper différemment, mais on vous propose cette vision-là, qui seront sur ces 6 enjeux d'avoir une partie qui sera tout ce qui est reporting, enrichir le reporting et le rendre dynamique. Ensuite, l'enjeu suivant sera d'améliorer tout ce qui est processus budgétaire. Ensuite, le troisième enjeu sera de parler du futur, tout ce qui est reprévision et modélisation. Un quatrième enjeu concernera la rapidité. Ensuite, on aura la cohérence. Et enfin, on aura la sécurité de nos reportings et la sécurité de nos livrables. Donc, un peu plus de détails. Donc, quand on parle d'enrichir le reporting et de le rendre dynamique, c'est essentiellement de fournir plus de détails, de fournir plus d'éléments, d'aller vers ce qu'on appelle des balance scorecards avec des indicateurs qui ne sont pas seulement financiers, mais sur lesquels on va pouvoir récupérer des informations RH, production, vente, stock ou des éléments de comptabilité technique. Donc ça, c'est le premier point pour enrichir le reporting. Le second point sera d'améliorer le processus budgétaire. Donc voilà, processus budgétaire, donc c'est un leitmotiv qu'on entend régulièrement. Le budget prend une place de plus importante ici dans le travail du contrôle de gestion, donc il est important de fiabiliser le processus, et notamment via la gestion de synergie. On a besoin perpétuellement de revoir un peu nos hypothèses. Les facteurs changent considérablement au fur et à mesure du temps, parce que c'est un process qui est très long, et donc d'où notre axe ici, focus budget. Ensuite, il faut parler du futur, puisque on reviendra sur l'ensemble de ces points, les détaillera un peu plus avant tout à l'heure, mais quand on dit parler du futur, c'est au-delà de faire des reporting, il faut aussi pouvoir mettre des éléments qui vont dire, ok, c'est très bien ce qui s'est passé avant, mais maintenant il faut parler de ce qui va se passer après, et donc d'essayer de fournir à la direction générale, en tant que patron du pilotage, de fournir des éléments de pilotage qui vont dire, ok, très bien, mais ça va se passer comment dans le mois prochain, les 2 prochains mois, les 3 prochains mois, ou des éléments de rolling forecast. Donc on parlera de parler du futur. On parlera aussi de rapidité. Exactement, de rapidité dans la livraison. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus demandeurs et de plus en plus de services commencent à demander justement une restitution des chiffres. On a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, et même hier. Les opérationnels demandent planning, les commerciaux sont en perpétuelle demande d'informations, de données mises à jour plus fréquemment. Donc on assiste à une rapidité de délivraison et forcément, ça prend de plus en plus de place. Ensuite, on va avoir la cohérence, qu'on a séparé de la sécurité, même si on est à peu près sur les mêmes périmètres. Il faut assurer une cohérence et une conviction forte sur le rôle du contrôle de gestion ou du pilotage de la performance pour assurer la cohérence des données. C'est nous qui sommes garants des reportings et c'est nous qui devons fournir des reportings que l'on va qualifier, où on va compter les choses, on va
donner une codification et d'élimination. Et quand on parle de volume de chiffre d'affaires, il est important que le contrôle de gestion soit la source pour moi de ces éléments de pilotage. Et le dernier élément, c'est la sécurité. On en reparlera plusieurs fois. On est confronté dans les clients qu'on peut voir ou des process qu'on a pu avoir à des problématiques de sécurité qui sont connues mais pas forcément traitées, avec des problématiques de personnes clés, avec des problématiques de compétences clés sur des modélisations, par exemple sur Excel, ou une personne qui a la responsabilité d'expliquer soit la construction du budget, le chiffre d'affaires, et qui, si elle se casse les jambes aujourd'hui, le reporting ou les éléments ne sortent pas. Parfois on peut s'en passer, parfois c'est extrêmement contraignant. Donc voilà, donc dans ces 6 enjeux que l'on a définis, il y en a sûrement d'autres, mais on souhaitait s'accorder vraiment sur ceux-là qui nous semblent les plus importants aujourd'hui par rapport toujours à nos clients, par rapport à ce que l'on voit, par rapport à notre expérience, qui font qu'on passe d'un contrôle de gestion à un pilotage de la performance. Et il y a de plus en plus ces notions-là, avec dans le périmètre de la finance, un peu de data, un peu de compétences, big data, des choses comme ça, avec aussi, dans ce pilotage de la performance, le côté business partner que l'on voit qui est aujourd'hui de plus en plus demandé sur le marché. Donc voilà pour les 6 enjeux, et on va essayer, au-delà de ça, sur cette trame, de vous les détailler plus avant. Tout à fait. Donc ici, on vient de parler des enjeux. Les enjeux sont une chose. Par contre, ces enjeux font forcément ressortir des problématiques, donc ce qu'on a appelé, nous, des irritants que l'on rencontre au quotidien, et la vie en vrai. Les détailler. La vie en vrai, parce que la théorie est très bien, en pratique, on est confronté en général, on a partagé avec Zaya, et par expérience, on a à peu près les mêmes, les mêmes plaisirs. Donc on a une multiplicité des sources d'informations. Aujourd'hui, il faut agréger des sources d'informations de plus en plus variées. Donc, on parlait tout à l'heure, on a les données financières évidemment, on a des données de production, on a des données d'heures par exemple, on peut récupérer du chiffre d'affaires par heure, on peut récupérer des éléments de production, de volume, on peut récupérer des éléments RH, on peut récupérer tout un tas d'indicateurs comme du turnover ou un certain nombre d'éléments de ce goût-là. Ensuite, il y a le manque d'uniformité des données. C'est vrai qu'on les récupère, mais elles ont rarement le même format et elles vont rarement pouvoir intégrer nos outils de la même manière. Ensuite, c'est récupérer des données, il faut les organiser, il faut les présenter, il faut les préparer. Et ça, ce sont des tâches qui sont généralement très chronophages et qui sont généralement relativement lassantes. Il y en a qui aiment bien, honnêtement, personnel, on en fait de nombreuses années, c'est pas super marrant de faire ça à longueur de temps. Voilà. Ensuite, dans les autres irritants, donc d'ailleurs on a listé quelques autres. Alors, le premier aussi exactement, qui fait un peu rappel avec les points qu'on a vus tout à l'heure, c'est un temps d'analyse des reporting qui devient de plus en plus court. Forcément, on demande de plus en plus de data. L'équipe du contrôle de gestion n'est pas forcément fournie en conséquence, donc la charge de travail s'accumule. Les temps de livraison sont forcément raccourcis et moins en moins de place à l'analyse. Donc, au-delà de ça, c'est vrai que quand on raccourcit le temps de livraison parce qu'il faut sortir le reporting le plus vite, ou alors on prend effectivement du temps pour sortir le reporting, ce qui peut se voir dans pas mal d'organisations aujourd'hui, où le reporting sort extrêmement tard. On a le temps d'analyser, mais c'est très tard, ce qui fait douter, ce qui est l'autre point, de la pertinence d'un reporting qui va sortir à J plus 15 ou en fin de mois, voire on présentera des choses avec un mois et demi de décalage, tout simplement parce qu'il est difficile de récupérer les données ou de les présenter. Donc, ça peut paraître aujourd'hui un peu étonnant, mais on le voit encore, il y a des reportings qui sortent pour le mois précédent, le 20 du mois d'après, sans difficulté. C'est déjà obsolète. Ensuite, donc, on a parlé, ceux qui ont eu ce plaisir-là, vous voyez de quoi je parle, c'est tout le processus budgétaire, qui aujourd'hui prend un temps relativement important ou un temps beaucoup trop court, mais en tout cas, c'est souvent générateur de frottement, voire un peu de souffrance pour la partie process budgétaire. Et enfin, donc, le dernier irritant que l'on a, auquel on est confronté quasiment systématiquement, c'est qu'on a un sachant, une personne qui maîtrise l'ensemble du process de la société, et c'est un risque opérationnel beaucoup trop important et il ne faut pas que ça dure, il ne faut pas le laisser faire. Absolument. Il y a ce risque-là, soit par compétence technique, soit par compétence fonctionnelle, soit par les deux. Complètement. Alors, pour un peu éclairer notre propos, on a référencé avec Zaya ce à quoi on avait été confronté chez notre dernier client.
Exactement. Donc là, je vais faire un focus chez un client industriel qui se retrouve, par exemple, avec des données multiples. Donc, même en termes de RP, nous en avons plusieurs. Donc, une nécessité ici de retravailler, d'uniformiser toutes ces datas. Donc, forcément, ce sont des tâches chronophages. On n'arrête pas. Tous les mois, c'est la même chose. On a des nouveaux comptes, des nouveaux produits qui arrivent. Forcément, il faut uniformiser tout ça. Et donc, forcément, un temps d'analyse qui est d'autant plus réduit. Donc, sur un client, donc la semaine dernière, voilà globalement ce qui ressort avec un premier état des lieux. Et moi, donc, client monde, banque assurance, quand je prends les principaux irritants, donc, les tâches chronophages, oui, puisqu'il fallait récupérer des données. Alors, les données étaient disponibles, il fallait les récupérer en quantité, ce qui était quand même pas simple. Le temps d'analyse des reporting n'était pas un vrai problème, puisqu'on avait largement le temps de le faire, mais on sortait le reporting vers le 25 du mois, ce qui était un temps beaucoup trop long, de mon point de vue, pour fournir un pilotage vraiment efficace, même si on est dans un secteur qui est sur un temps assez long. Quand même, le 25 du mois, c'est trop tard. Ensuite, on avait donc les éléments du processus budgétaire qui fut extrêmement complexe et un risque opérationnel avec une personne clé au sein de l'équipe financière qui était vraiment une personne en charge d'un périmètre très particulier, tout ce qui était modélisation, et qui était la personne clé. Sans elle, point de salut. Donc, on sait qu'on a des irritants, j'imagine qu'on les partage avec beaucoup d'entre vous. Et ne vous étonnez pas, ça fait partie des choses qui existent aujourd'hui. Exactement. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est comment faire mieux. Donc, on va essayer de voir ensemble ici des pistes d'amélioration et des éléments à gérer. Je fais une petite parenthèse pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions sur le site et on y reviendra bien sûr en fin de webinaire. Ici, première étape. Première étape, forcément, ça va être réviser ses propres process en interne. Donc, en gros, quand on révise les process, on a le check des data. Donc, savoir globalement quelles sont nos sources d'information, qui a besoin de mettre des inputs à l'intérieur de ces informations. Donc, on revoit un peu le système d'information, les données récupérées, la maille, la qualité des données, qu'est-ce qu'il faut retraiter et pourquoi. Est-ce qu'on peut les retravailler en amont? Est-ce que forcément c'est une autre personne qui est obligée de venir rajouter des informations pour rendre la formation et le flux plus fluide, pardon. Et globalement, quand on dit réviser ces process, c'est de revoir l'organisation, donc la liste des intervenants, pour voir au niveau des délais et du circuit de livraison s'il y a des points déjà d'amélioration en interne. Alors ça, ce point-là, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que ce point-là, il dépend essentiellement de vous. Pour ceux qui sont aujourd'hui en train de nous écouter, moi je vous invite grandement à revoir votre mode de fonctionnement, vos process en interne. Il y a des pistes de progrès, des pistes d'optimisation, des gains de temps et de process assez intéressants à voir, juste en disant, bon, ok, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le faire mieux avant d'aller voir d'autres personnes qui seront ravies de vous aider et qui pourront le faire, mais qui de toute façon se poseront le même genre de questions. Donc nous, on vous invite vraiment à prendre un petit moment la suite à notre webinaire d'aujourd'hui pour dire, OK, on va clôturer le 30 juin et puis après on jette un coup d'œil sur une période un peu plus calme avant d'entamer peut-être le budget pour ceux qui l'ont déjà fini pour arriver à réviser les process parce que je pense que c'est une excellente chose et pour y être confronté régulièrement, on a toujours à y gagner. C'est ça. On fait une mise à plat des choses et forcément, en sortant un peu son aide là-dedans, on commence à voir nous-mêmes des choses intéressantes qui vont grandement nous aider. Alors, en préalable à nos 6 points clés, il y a un premier point qu'on va donner un point 0, qui est donc de travailler les data. La data. Donc forcément, la data et la qualité des data, il faut savoir que ça conditionne la réussite ou non d'une refonte, d'un questionnement, d'un projet. Donc on ne pourra pas aller plus loin si déjà la data n'est pas correcte. Surtout qu'on se retrouve dans un cadre où il y a une multiplicité des sources. Et je te laisse développer le point. J'ai rencontré il y a quelques jours un cabinet de conseil de taille importante et je leur posais la question de savoir si dans les missions qu'ils menaient sur de l'IA ou dans les autres missions qu'ils avaient côté finance, il y avait systématiquement un problème de données. Donc oui, il y a systématiquement un problème de données, on vous le confirme. Et quoi qu'il arrive, la partie data, avoir des données, c'est bien, savoir comment les utiliser, c'est très bien aussi. Et il y a toujours une problématique d'organisation des données et d'utilisation des données. Et pour ça, là aussi c'est une conviction que l'on a, il faut d'abord architecturer les données, si ce n'est pas déjà fait, pour savoir ce que l'on a et comment on les utilise. Avoir un référentiel commun
Ensuite, il faut s'organiser pour le maintenir, ce référentiel, parce que le définir, c'est une chose, le maintenir, c'en est une autre. Et ensuite, il faut pouvoir effectivement réutiliser ces datas. J'en profite pour faire une autre parenthèse sur la partie data vise. C'est-à-dire qu'on est souvent confronté à des problématiques, des questions. Voilà, je voudrais faire des beaux reporting, c'est super intéressant. Je voudrais avoir ça sur mon mobile. On verra après un peu ce qui peut nous être demandé ou ce qui peut exister. Et c'est parfait. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de la sortie. Si vous n'avez pas organisé vos données préalablement, les très beaux outils de DataVis vous montreront des données mal organisées. C'est-à-dire que ce sera très beau, mais très, très faux. Il faut d'abord passer un peu de temps avec des outils style ERP, Entreprise Ressources Planning, ou Entreprise Performance Management, PM, pour arriver à organiser ces données, rajouter les calculs nécessaires, faire en sorte de préparer l'ensemble des éléments, budget ou autre, pour pouvoir ensuite faire de la DataVis. Donc, je voulais insister sur ce point-là, parce que c'est une confusion à laquelle on a fait face plusieurs fois, où les gens voient les rendus qui sont très beaux. Parfois, ils ont très fortement envie, mais malheureusement, il faudra d'abord passer par une partie organisation des données. Exactement. Donc, c'est un investissement. Après que ça passe par la création d'un data warehouse, peu importe, il faut travailler là-dessus. C'est vraiment la base de tout questionnement. Alors, nous allons passer au premier enjeu, donc, qui est de pouvoir fournir une vision dynamique et enrichie des reportings. Donc là, à aujourd'hui, ce qu'on rencontre parfois, ou même très souvent, c'est j'ai un outil d'extraction, donc je vais avoir de la donnée brute, ok, c'est très bien. Je vais l'intégrer dans Excel, pareil, je vais commencer à faire des petites analyses, je vais faire du TCD, du pivot, et ensuite, notre outil Excel va servir de reporting. Donc forcément, on se rend compte que c'est un processus lent, chronophage, manuel et très très peu dynamique pour les personnes qui vont recevoir la restitution sur reporting. Donc aujourd'hui, on nous demande d'accélérer le volume des reportings et de les enrichir. Pardon. Pour les enrichir, ça veut dire quoi enrichir les reportings? Il faut qu'on y mette de plus en plus d'informations financières et non financières. Donc on augmente la fréquence, on augmente le nombre de reporting que l'on fait, et on augmente aussi ce que l'on va fournir comme information. Ça va aller du tableau de synthèse, très simple pour la direction générale qui ne va pas forcément vouloir descendre en détail, jusqu'à pouvoir avoir dans les mêmes éléments le reporting détaillé pour pouvoir étayer un certain nombre de chiffres. Et ça, les outils modernes aujourd'hui le permettent. On peut intégrer ces éléments-là et avoir du détail. On peut aussi, évidemment, plus on l'a fait bien et vite, ajouter de la valeur, ajouter des commentaires, ajouter de l'analyse, effectivement, automatiser nos reportings, les fiabiliser et aussi permettre de fournir à tout le monde la vision qui le concerne. Dans cette partie dynamique et enrichie, ça va être de fournir des visions par pays, des visions par périmètre, de façon rapide et très automatique. C'est ça, tu parles de périmètre, j'ai aussi un petit retour client, toujours dans l'industrie, qui sont constamment en réflexion sur le mode d'organisation. Est-ce que je crée une entité? Est-ce que je la sors? Est-ce que je la récupère? Etc. Donc, constamment, pour fiabiliser un peu les choix et être sûr de ne pas être parti vers une mauvaise direction, on demande par exemple au contrôleur de gestion de fournir un état du consommé 2019 avec l'organisation de 2018. Ou à l'inverse, les données 2018 avec les nouvelles organisations. Donc, c'est facile à dire comme ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un travail monstre, parce qu'on a besoin de récupérer des datas consolidées et de venir retraiter un peu les flux interco pour pouvoir les neutraliser et afficher une correcte vision, organisation de l'instant T. Donc, encore une fois, c'est des travaux super longs, laborieux. On va le fournir une fois, ça va servir de base à une réunion, on va arbitrer ou pas, et tout de suite après... C'est un scénario d'évolution. Très classique. Et c'est vrai que ça marche. Et aujourd'hui, on a des possibilités tout à fait de fournir des reportings et d'aller petit à petit dans un niveau de détail de façon automatique sur des outils. On peut le faire, mais c'est très douloureux sur Excel. Pour ceux qui le font encore pivot, essayer, c'est quand même très compliqué. Donc on y a la possibilité de faire quand même beaucoup mieux aujourd'hui. On atteint très vite les limites. Voilà. Alors le second point... Donc notre deuxième enjeu ici, ça va être de renforcer... c'est ça, le budget. Voilà. De renforcer et de faciliter le processus budgétaire. Alors, le budget, aujourd'hui, il est fait, dans ce que je peux voir et ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, il est fait essentiellement sur Excel. Voilà. On simule, on modélise sur Excel. Excel peut faire beaucoup de choses. Ça marche très bien, c'est un très bon outil. Toutefois, il faut quand même être conscient des limites et des problématiques qu'il peut y avoir. Le premier élément qui, pour moi, est fondamental, c'est la gestion des scénarios.
C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut faire un scénario sur Excel, soit on commence, on fait, on enlève, etc. Mais on enregistre des versions et on se retrouve rapidement avec un problème de versionning où on ne sait pas forcément quelle est la bonne version du fichier qui a été communiqué à quel moment et qui l'a eu, ou les versions de travail qui ont été utilisées et qui seront réutilisées. Je me souviens à titre personnel d'un budget 2012 en version 73. On est allé un peu plus de 100, pour la petite histoire, dans ce qui avait été présenté définitivement. Bon, c'est bien quand on sait que c'est la 73 et qu'on a bien circularisé, mais quand on ne le sait pas, c'est très compliqué d'avoir ces versions. On a ensuite une problématique de multi-utilisateurs. C'est ça, le budget se veut de plus en plus collaboratif. On veut faire intervenir des opérationnels pour justement donner un peu plus de légitimité à ce budget. Qui dit multi-utilisateur, c'est des saisies potentiellement simultanées. Moi, j'aurai le fichier. Richard, toi, tu pourras pas saisir ta partie. On va se créer des versions ad hoc. Et après, au niveau de la consolidation, pour retrouver ta dernière version plus ma dernière version qui correspond à telle version du fichier, on arrive très vite à... On peut faire des fichiers partagés qui vont remonter avec 20, 30, 50 utilisateurs. Ça fonctionne, on peut le faire. Le risque opérationnel, pour ceux qui l'ont fait, ou pour les fichiers qui ont planté, comme ça m'est arrivé, je préfère éviter. Après, ça peut fonctionner. C'est ça. Et en plus de ça, comme tu disais, à ta version 73 du budget, moi, potentiellement, j'ai géré 5 ou 6 versions de travail. Parce que j'ai des facteurs, des leviers qui me sont propres à ma partie du business. Mais là, je suis dans la capacité de te dire, c'était ma version 3 qui se rapproche de ta version officielle 73. Donc, il y a une gestion des versions qui est très vite je souris pas, parce que ça me rappelle un petit souvenir où vous pouvez aussi avoir des gens qui vont gérer leur propre budget. Et ce propre budget, ils ne voudront pas forcément communiquer au niveau du pilotage, et puis il réapparaîtra à un moment plus ou moins opportun pour vous expliquer qu'ils n'ont pas les mêmes chiffres que vous, et ça génère toujours un certain nombre de problématiques un peu pénibles. Voilà. Donc il est intéressant de pouvoir avoir un outil qui va tracer la fiabilité et fiabiliser les versions et les conserver, archiver ce qui se fait. Ça évite pas mal de problématiques et ça permet aussi d'être sûr qu'on va délivrer. C'est ça. Alors, l'enjeu suivant. Troisième enjeu. Le futur. Le futur qui dit donc reprévoir et surtout modéliser. Absolument. Si on veut pouvoir parler de futur, c'est forcément des données qu'on n'a pas déjà, donc il faut essayer de les rajouter, il faut essayer de les prévoir, il faut essayer de modéliser ces éléments-là. Donc pour ça, il faut être capable de récupérer un certain nombre d'éléments. Ça se fait essentiellement là aussi sur Excel, comme le processus budgétaire. Ça marche bien avec un certain nombre de limites qu'on a déjà vues, mais il y a peu de temps, et qu'on va rappeler là, puis on va ajouter une ou deux, qui sont la volumétrie des données. Excel, pas forcément de limite en Power Pivot, mais quand même, ça reste relativement lourd et complexe. Il y a une certaine complexité qui se gère mal. Au bout d'un moment, on a eu beaucoup de modélisations qui ont pu être faites, à être obligé de les reprendre. Il y a des choses qui se gèrent mal en complexité, avec diverses entités, divers périmètres, divers rendus, des visions matricielles. Il y a un moment où ça reste quand même très difficile. Il y a une partie maîtrise technique, puisque s'il y a de la complexité, il va falloir pouvoir arriver à maîtriser cette complexité et la modéliser. Tout le monde ne sait pas faire, tout le monde ne sait pas le reprendre. Il y a une sécurité, parce que quand on fait beaucoup de fichiers liés, on a des liens morts, et au bout d'un moment, Excel peut se planter, donc ça a pu arriver, on a des souvenirs aussi. Il y a toujours le problème des multi-utilisateurs, il y a le problème de la gestion des versions qu'on a pu voir, et il y a le problème de la reprise. Par une autre personne. Absolument. Autre point problématique, donc un risque potentiel, c'est donc déjà on a un sachant dans la boîte, oui. Mais ce sachant a son fichier. Donc là, qui pareil, qu'il a construit, qu'il a développé, qu'il a maintenu, qu'il a fait évoluer, etc. Mais j'ai eu un client qui demandait limite quasiment tous les mois une version de la veille à l'informatique de son fichier parce qu'il avait planté, parce qu'il a voulu rafraîchir alors qu'il avait trop de data, etc. Donc c'est encore un risque opérationnel très important et en termes d'audit, c'est un peu limite. On peut modéliser sur Excel, ça va dépendre de la taille de vos entités, ça dépend de la taille de vos services, ça dépend de ce que vous voulez faire avec, ça peut marcher très bien, mais il y a une limite, de mon point de vue, qu'il ne faut pas dépasser. Quoi qu'il arrive. Second enjeu. Gagner en rapidité. Exactement. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on a besoin de reporting de plus en plus fréquent, de plus en plus mis à jour, avec des comparatifs à chaque fois par rapport à notre objectif. Donc ça peut être soit le dernier budget, soit le dernier reforecast, ou encore une autre source d'information. Donc ces reportings sont d'autant plus construits, donc on y ajoute de la valeur, des nouveaux KPI. Des visions multiples.
Alors, quand on dit vision multiple, ça va être à la fois par type de produit, par ligne de business, ça va être aussi par pays, ça va être aussi par périmètre. On va avoir effectivement un certain nombre de visions à gérer et ça, très honnêtement, opérationnellement parlant, c'est compliqué de découper des fichiers Excel et on parlait tout à l'heure des irritants pénibles. Le découpage de fichiers et l'envoi de fichiers découpés, c'est relativement pénible. Et donc, il y a des choses qui se font bien. Et puis après, il y a les types de rendus qu'on aime avoir aujourd'hui parce que c'est moderne. C'est ça, donc les versions mobiles. Donc la nouvelle mode ici, c'est de recevoir les derniers résultats de ses ventes, ce que tu disais, les derniers passages en caisse. Le reporting en live sur son mobile. Exactement, avec la bonne application qui va bien et forcément... En Dataviz, ça marche aujourd'hui. Hein. C'est des choses qui existent déjà depuis plusieurs années. Ça fonctionne très bien si c'est organisé. Donc globalement, avec ces demandes qui s'ajoutent au niveau du contrôle de gestion, on se rend compte que ça devient limite un travail d'exécutant. C'est telle personne a besoin de telle vision pour tel mois comparé à ça. Bah, je prends mon fichier et de façon mécanique, je l'ajuste, je fais un copie-valeur et je l'envoie. Une autre demande, pareil. Je réajuste mon tableau, copie-valeur et je l'envoie. On est des exécutants, on ne fait plus d'analyse et on n'a pas le temps. On perd un peu de l'intérêt du travail du contrôle de gestion. Alors, on en profite, si vous voulez poser quelques questions, n'hésitez pas, hein, vous avez la fac qui est disponible et on sera un plaisir d'y répondre. Cinquième enjeu. L'enjeu de cohérence. Au niveau de la cohérence, qu'est-ce qu'on va dire? La cohérence des data. Des data et aussi de la procédure de création et de construction de ce budget. Pour que les personnes aient foi entre guillemets en ce budget, il faut assurer donc la cohérence à la fois donc de la data. Il faut faire en sorte que l'ensemble du périmètre, l'ensemble des données qu'on va gérer au niveau du pilotage, les éléments qui sont remontés à la direction générale qui pilote l'entreprise, on assure, j'aime bien l'idée d'un visa de la finance. C'est une expression que j'ai pu avoir dans une précédente vie, il y a un visa de la finance. Et on assure la cohérence des données. Pour moi, ma conviction, c'est que dans la mesure où le contrôle de gestion ou le pilotage de la performance a la main sur les reportings et aide au pilotage de l'entreprise, il doit avoir la main sur les outils et il doit gérer le référentiel. J'ai eu des expériences où ce n'était pas le cas, j'ai eu d'autres expériences où c'était le cas. Et j'ai pu comparer les deux. Il est évident que c'est extrêmement confortable d'avoir une personne dans l'équipe qui va être le centre d'entrée de l'ensemble des nouveaux produits, de l'ensemble des nouvelles offres, et qui va dire « Ok, j'ai l'information, ça va être codifié de telle manière. » Et ce visa de la finance permet d'être sûr que l'ensemble des données que vous avez, elles vont bien remonter au bon endroit, elles vont bien s'organiser de la même manière. Et donc, il faut avoir une responsabilité partagée avec l'IT, avec la partie data, ou en tout cas connue au contrôle de gestion, qui va permettre d'assurer la cohérence du reporting, puisque c'est ce qui vous servira pour votre budget, vous servira pour vos modélisations, et ce qui permettra aussi d'alimenter vos outils de DataViz. Moi, je ne suis pas à l'aise quand je n'ai pas ces informations pilotées au niveau de la finance, contrôle de gestion, pilotage de la performance. Tout à fait. Et au niveau des cohérents de données, tu parlais justement du rôle du contrôle de gestion, de maintenir, de chapeauter toute cette partie-là chez un client, encore dans le domaine de l'industrie, où ce référentiel justement n'était pas complet. On avait une vision du découpage des produits, donc l'activité, donc le cœur de l'activité. Le marketing, lui, forcément, comme par hasard, ça ne correspondait pas. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est géré une propre hiérarchie, qui gère très bien de son côté, mais de son côté. Donc régulièrement, mensuellement, on remonte des volumes sur leurs différents indicateurs. Le problème est que quand la direction générale demande au contrôle de gestion d'afficher la vision financière en face, forcément, vu que c'est pas un référentiel qui maintient lui, il se retrouve à piocher et à faire un jeu de pistes pour retrouver, pour coller au volume, pour pouvoir afficher un rendu, enfin le résultat financier qui va bien en face. C'est super long et sincèrement, le contrôle de gestion n'a pas besoin de ça. Et puis, ça marche pas. Hein. Le jour où vous affichez à la direction générale, ceux qui l'ont fait, ils voient de quoi je parle. Pour ceux qui l'ont pas fait, je vous le déconseille. 2 chiffres différents d'une même période, d'un même business, ça se passe pas bien. Et le fait d'avoir la main sur les outils, ça vous garantit d'éviter ce genre de process. Et le fait d'avoir un label en disant voilà, c'est sorti de la finance, c'est fiable, c'est cohérent, et c'est comme ça qu'on présente les choses. C'est pour moi une bonne chose. Le fait de ne pas l'avoir, c'est aux risques et périls des gens qui sont à la tête de ces informations, qui communiquent sans viser de la finance. Et je vous invite à être relativement ferme sur ce sujet-là, de façon à pas vous en faire déposséder.
Alors, dernier Dernier point. point, et non des moindres, la sécurité. Alors, la sécurité, il y a beaucoup d'organisations. Je pense que quand on s'en parle là aujourd'hui, je pense que vous avez des noms en tête, des personnes en tête. C'est peut-être même vous d'ailleurs qui avez le plaisir d'être le sachant ou la personne clé dans votre organisation. Mais c'est vraiment par rapport à ce point-là que je compte principalement insister. Parce qu'aujourd'hui, on voit régulièrement des personnes clés. Et tout le monde sait que s'il se casse une jambe, rien ne sort. Que ce soit du budget, que ce soit du reporting, que ce soit des appels d'offres, que ce soit un certain nombre d'éléments qui vont être dans le périmètre de la finance. Et ce risque de personnes clés est aujourd'hui identifié dans un certain nombre d'organisations, puisque la cartographie des risques est un document qui existe pour un certain nombre d'entreprises, qui remonte jusqu'au conseil d'administration, par lequel on identifie les grands risques pour l'entreprise. Et il y a un risque de personnes clés que l'on peut avoir sur des fonctions financières. Alors, c'est pas aussi important que le dirigeant, certes, mais ça peut être très handicapant dans la mesure où vous communiquez des chiffres à l'extérieur et vous avez cette responsabilité de fournir des chiffres qui sont communiqués. Et ce sujet doit être traité par la direction financière ou la direction générale de façon à faire en sorte que les personnes clés soient moins clés. Et c'est un vrai problème aujourd'hui d'avoir ce risque de personne qui détient soit une compétence vraiment fonctionnelle, elle sait comment marche l'entreprise, soit une compétence technique, elle sait comment marche le fichier de simulation et c'est la seule à le savoir. Ce n'est pas les seules entités où on a ce type de problème, mais il est très important que ce soit géré et connu. Et puis l'autre point, par rapport à la limite du risque, c'est de ne pas faire de shadow IT. Parce qu'on a vu des mises en place de produits, de solutions technologiques qui ne sont pas en lien avec l'IT. Et ça, rapidement, ça ne fonctionne pas, puisque vous avez besoin des outils IT, vous avez besoin d'une architecture réseau, vous avez besoin de récupérer des informations, et sans l'accord de l'IT, ça va vite être très compliqué. Donc, je décommande fortement de faire ça en Shadow IT, d'essayer de monter son propre système tout seul. Vous allez avoir un certain nombre de soucis, et puis dès que vous allez vouloir intégrer des informations qui ne sont pas uniquement les vôtres, il va falloir passer par eux. Donc, sachez-le, commencez à regarder et vous faire des amis au niveau de l'informatique qui vous aideront sur le sujet. C'est un travail d'équipe. Autant intégrer les opérationnels, il faut également intégrer la partie SI. Absolument. Alors, une fois qu'on a redétaillé un peu ces grands enjeux, on va parler de quelques best practices, des choses qu'on a envie de partager avec vous, parce que ça peut peut-être vous aider, et si ce n'est pas le cas, il y a encore, à mon avis, des choses à faire, et on va trouver des idées. Alors, d'ailleurs. Alors, première étape, il faut une volonté claire des équipes financières. Ça doit être le contrôle de gestion qui doit faire remonter ces irritants qu'ils rencontrent au quotidien. De dire que c'est pas normal de passer 80% de son temps à créer des rapports, à les faire mécaniquement, d'avoir aucune automatisation, aucun contrôle d'intégration, de retravail constant des datas, du référentiel qui arrive de moult systèmes. Le go doit venir des financiers. Remonter l'information pour faire comprendre à la direction générale, aux opérationnels, que c'est pas normal de travailler entre guillemets dans ces conditions. Excel est très bien, c'est un outil génial, c'est la base du contrôleur de gestion, mais à un moment, ça a des limites. Exactement. Donc, il vous faut effectivement une volonté. Si vous y croyez pas vous-même, personne ne le fera. On vous aidera pas beaucoup. Il y a en tout cas peu de chances qu'on vous aide. Donc il vous faut déjà remonter ce problème, vous trouver un sponsor et puis accepter et surtout solliciter un peu de soutien de la partie IT de façon à ce que vous puissiez mettre en place vraiment votre solution avec le minimum d'aide. Ensuite, on est des financiers, donc il va falloir à un moment donné qu'on parle de ROI. C'est qu'est-ce que je gagne à faire ça? On passe quand même notre temps, comme on dit, à expliquer aux autres comment se passaient les choses qu'ils nous demandent. Donc nous, il va falloir qu'on soit capable d'expliquer à notre patron qui va faire la même chose avec nous, comment on fait en sorte de mériter ce qu'on est en train de lui demander. Donc pour ça, en gros, il y a 3 axes. Il y a un premier axe qui est assez simple et qualitatif, qui dit voilà, si je m'équipe, si j'arrête de souffrir comme je fais aujourd'hui, avec des contraintes qui augmentent et un même outillage, il y a quand même un minimum de choses que je vais gagner en faisant ça. Sur le qualitatif, ça va être plus fiable, ça va être plus rapide et je vais pouvoir aller plus loin. Ça, c'est la première chose. La seconde, ce sera un ROI qui va être un minimum financier. Je préfère voir dans une optique d'entité en croissance, de rapprochement, en disant voilà, c'est l'occasion aussi, au lieu de recruter, parce que on va être obligé de recruter puisque les périmètres augmentent, au lieu de recruter, je vais faire en sorte d'augmenter mon périmètre avec de l'outil qui va me permettre de faire ça mieux et ainsi de suite. Et puis, d'une certaine manière, mon ROI, je vais l'avoir par écart entre ce que je vais recruter et puis la mise en place de l'outil. Et puis, charge à vous de regarder si vous y arrivez sur 1, 2 ou 3 ans.
Et ensuite, la dernière, ça va être la partie risque. Parce qu'il y a un risque, et ce côté-là à risque est extrêmement intéressant de le souligner parce qu'il est souvent pas assez vu. On dit oui, enfin, ça a toujours marché, de toute façon ils s'en sont toujours sortis, s'il faut ils travaillent jusqu'à minuit, mais ils s'en sortent. Ce côté risque, il faut vraiment le mettre en lumière, et ça, je disais tout à l'heure, la cartographie des risques ou le risk management peut vous aider justement à solutionner ça, et adopter un outil, ça peut être une très bonne solution pour pouvoir le faire. Alors, et puis à la fin de l'histoire, on a marqué, c'est un budget, c'est la saison du budget, donc si vous avez besoin et si vous pensez que c'est une bonne solution, inscrivez-le à votre budget. Pour ceux qui l'ont pas encore fini ou ceux qui vont le commencer, si vous n'inscrivez pas au budget, vous savez comment ça se passe, vous l'aurez que l'année prochaine. Et encore. En conclusion, donc on voit une haute du contrôle de gestion qui devient de plus en plus un partenaire des opérationnels de la direction financière, de la direction générale. Donc on tend à passer d'un contrôle de gestion à un pilotage de la performance. Un côté business partner, les enjeux effectivement croisent. Donc il y a la partie donc pour ça, pour aider, il y a enrichir le reporting, il y a améliorer le processus budgétaire, il y a parler du futur, et on est de plus en plus attendu vers ça. C'est aujourd'hui le sujet. Il y a la rapidité évidemment, et puis on n'est pas forcément attendu là-dessus, mais c'est très important et on ne peut pas s'en passer, c'est la cohérence et la sécurité. Si je suis en charge du reporting qui ne sortent pas, je n'aide pas au pilotage de l'entreprise, et ce rôle-là, il est important. Et donc ça augmente nos contraintes. Ça fait en sorte que le pilotage financier soit de plus en plus soumis à la demande, à une contrainte forte de la direction générale. Ça nous oblige aussi à adopter un certain nombre d'outils et d'aides, parce que les contraintes augmentent à périmètre équivalent, et à un moment, il faut savoir faire mieux. Mais moi, ce que j'aime à dire aussi, c'est que ce sont des opportunités. Dans la mesure où ces contraintes augmentent, ça renforce aussi l'intérêt de notre métier. On est d'autant plus proche de la direction générale, on est d'autant plus proche du pilotage de l'entreprise, et pas simplement au fond de la mine à fournir des reportings qui seront lus ou pas lus. Donc, ces contraintes-là nous aident aussi à rendre notre beau métier beaucoup plus agréable. Quand on est bien équipé. Ouais. Quand on s'équipe, en effet. Donc voilà ce que l'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc on vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir suivi ce que l'on vous a proposé. Et là maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. On a un certain nombre de questions qui nous ont été posées et on va tâcher d'y répondre. Alors, on a deux choses qui nous sont posées. La première, le risque du cloud. Alors, le risque du cloud, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ça? Soit j'entends le cloud comme l'intégration des données sur une version qui va me permettre d'avoir un data center, un data mart, un data lake. Ça va effectivement poser un risque pour les contrôleurs de gestion qui aiment rester à récupérer leurs données, structurer leurs éléments. C'est pour moi une opportunité. Après, le risque de cloud qui dit que le contrôleur de gestion ou le pilote de la performance va être alors ubérisé ou va être transféré dans un centre de service, je le vois, mais aujourd'hui on aime quand même, à la mesure où on a des équipes contrôle de gestion, on a une entreprise d'une taille assez importante, on aime quand même récupérer les informations et les avoir chez soi. Donc le cloud pour moi est plutôt une source d'aide avec des outils plus modernes en SaaS, avec un certain nombre d'éléments, qu'un vrai risque, alors soit pour la fonction ou un risque opérationnel. Je pense qu'on a un intérêt à migrer dans le cloud dans la mesure où ça va aussi aider à structurer nos data, à structurer nos process, parce que pour les passer en cloud, il faut qu'ils soient organisés. Et donc, voilà. En fait, c'est vraiment en fonction de la politique interne de chaque société. Passer en cloud, ça permet de réduire un peu la maintenance et le travail des systèmes informatiques en interne. Donc, on met une application dans un centre qui est externe. Donc, toute la maintenance, les évolutions, etc. sont gérées par un tiers, sont assurées par un tiers. Donc, ici, pas de contraintes en interne qui sont imposées. Après, en termes de sécurisation des données, il faut savoir que forcément, tout ce qui est sécurisation, procédures, protocoles de sécurité sont forcément mis à jour au fur et à mesure des décrets qui sortent et
du système RGPD Pour qu'il moi, faut respecter. Ouais, pour moi, la vision cloud, c'est clairement l'avenir. Une très grosse partie des solutions, soit en cloud on-premise, mais ça, il n'y a que les grosses entreprises qui le font. C'est vraiment l'évolution naturelle de tout ce qui est système d'information et data. Donc, je pense que le cloud, c'est une opportunité. Ça va permettre aussi d'organiser, de structurer les données. Ensuite, il nous était posé, en gros, dans les questions que l'on a, il y a deux thèmes qui reviennent. C'est combien ça coûte de se doter d'un outil. Ça, c'est pas facile. On va voir ce qu'on peut répondre par rapport à ça. Et combien de temps ça prend. Alors, en fonction, je vais faire un peu les deux en même temps. En fonction du temps dont vous disposez, on peut s'organiser en 6-8 semaines pour des sujets relativement classiques et simples. Après, sur des entités évidemment de taille très importante avec des données relativement complexes, on va en mettre plusieurs années. Donc ça va dépendre du périmètre que vous... C'est une réponse un peu facile en disant ça va de rien à l'infini, mais on n'est pas obligé d'y passer 2 ans systématiquement. C'est aussi le premier point, c'est qu'on peut avoir, sur des choses assez simples, sur des outils qu'on va standardiser, on peut passer 6 à 8 semaines, très honnêtement, avec des données qui sont relativement bien architecturées au départ, avec des demandes assez classiques. On peut faire ça de façon relativement courte, compter 6-8 semaines minimum et un bon à peu près 3 mois, 3-4 mois grand max. Donc, ça peut être mené assez vite, c'est plus les 2 ans que moi, il n'y a pas si longtemps, j'avais en tête. Toujours en tête, c'est voilà. Et en termes de budget, des solutions simples vont démarrer à partir de 30-40 000 euros. Évidemment, à plusieurs millions, tout va dépendre du temps, de la structure, du nombre de briques que vous allez pouvoir avoir. Mais une solution standard, bien organisée, relativement honnête et connectée comme il faut, homogène. Vous pouvez prendre en base 2-3 mois et un budget de 30 à 50 000 euros et vous arrivez à avoir quelque chose qui tient la route pour la partie setup avec un run annuel évidemment derrière. C'est ça, qui assure un reporting, la récupération du data, du rolling forecast, de la reprévision et un peu de simulation budgétaire. Donc à partir du moment où on est dans un cadre entre guillemets classique, où j'ai des volumes, des prix, une dégradation tarifaire, de la gestion de réseau, de différents canaux de distribution, donc tout ce qui est entre guillemets classique, c'est pas péjoratif quand je dis ça, sont facilement mis en œuvre. Alors, une dernière question, après on va clôturer ce webinaire. Contrôle de gestion et data science sont-ils de point de vue compatibles? Ça, c'est la question qui vient de nous être posée là. Merci de nous l'avoir posée. On a de plus en plus dans le contrôle de gestion des notions, évidemment, qui se rapprochent de la data. Parce que si on veut enrichir, si on veut récupérer d'autres données, si on veut apporter de la valeur, on va avoir à un moment donné un côté data science dans le côté big data, comment on explique, comment on voit un certain nombre de choses. Très honnêtement, je pense que c'est un autre métier. Le contrôleur de gestion peut avoir des notions, dans mes équipes, je vais avoir des gens qui sont très orientés data, qui vont être capables de parler avec l'informatique, qui vont être capables de comprendre ce qui s'y passe. Par contre, je ne pense pas qu'on va internaliser la partie data science au niveau du contrôle de gestion pour une raison assez simple, c'est que ce n'est pas le même métier. Et je pense qu'aujourd'hui, les data scientists sont sur des périmètres et des activités où ils sont extrêmement demandés, extrêmement recherchés et sur des sujets relativement intéressants et sur lesquels, sur ces sujets-là, ils vont préférer rester plutôt que de rejoindre, certes, notre beau métier, mais qui est trop orienté finance et qui ne va pas forcément leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Toutefois, il y aura quand même un lien entre les deux qui va se produire. Il va bien falloir que les deux finissent un jour par se mélanger et se rapprocher, puisqu'on aura besoin de ces datas-là. Ils vont nous être demandés au niveau du pilotage, donc il va bien falloir qu'on les fournisse. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Donc, merci à tous. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. On a été ravis de partager ça avec vous. On espère que ça vous sera très utile. On est à votre disposition. Vous avez laissé nos coordonnées si vous souhaitez nous poser d'autres questions. On y répondra avec grand plaisir. Si elles ne sont pas encore venues là, on le fera. Et puis, avant de conclure, voilà. Sachez qu'il vous sera proposé un second webinaire plus orienté outils pour essayer justement de répondre à ces problématiques. Donc, webinaire qui devrait arriver pour la rentrée. Je crois. C'est ça. Merci à tous.
On vous Merci à souhaite vous. une très bonne fin de journée, et puis si on n'a pas le plaisir avant, d'excellentes vacances. À bientôt. Au revoir.